RMC 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail. Voilà le retour de quoi je me mail sur RMC le dimanche matin, vous le savez, et puis sur 01 TV à la fois sur le web mais aussi sur la chaîne, sur les box qui vous attend, sur les box SFR Orange, Freebox aussi, puis sur satellite depuis quelques temps sur FranceSat, canal 81. Merci en tout cas de nous voir ou de nous écouter. On va parler télécom, on en parlait la semaine dernière, j'avais le plaisir de recevoir le directeur général des SFR. Cette fois-ci, on va passer du côté de chez Orange avec un tout autre sujet. Vous savez qu'aujourd'hui, si on a du haut débit, du très haut débit, si on peut discuter avec les US sans quasiment avoir de latence, si on peut parler avec l'Asie, si on peut avoir de belles qualités vidéo un peu partout dans le monde, si votre Netflix marche parfaitement, c'est évidemment grâce à la fibre optique, à la 4G, si vous avez un bon ADSL, mais ça marche aussi parce qu'il y a d'énormes capacités, d'énormes tuyaux en quelque sorte, qui traversent les océans. Et c'est un sujet passionnant qu'on va évoquer maintenant avec mon invité. Je suis très heureux d'accueillir Jean-Luc Villemain. Bonjour. Bonjour François. Vous êtes le directeur réseau et services internationaux chez Orange. C'est tout à fait ça. Et vous allez nous expliquer votre métier qui, je disais, est fascinant. Hein. Votre métier, entre autres, c'est de faire circuler des bateaux un peu partout dans le monde, en tout cas sur les océans, pour, on va dire, augmenter la capacité réseau qui est exponentielle, évidemment. Hein. Les gens demandent de plus en plus de haut débit, les entreprises aussi. Et votre job, c'est en quelque sorte ça, pas que ça, mais on va en parler. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, que vous nous expliquiez un petit peu quel est votre quotidien, j'aimerais qu'on revienne sur cette période un peu étonnante qu'on a vécue de confinement. J'ai le plaisir de vous suivre sur Twitter où vous donnez pas mal d'informations. Est-ce que le confinement a été une période assez délicate pour Orange, ou en tout cas une période qui fait réfléchir encore aujourd'hui l'entreprise ? Eh bien, définitivement, François. Alors d'abord, les réseaux, et surtout les réseaux internationaux, sont un indicateur avancé de l'activité économique du pays et de l'activité de nos concitoyens tout court. Donc ce qu'on a vu en particulier pendant cette période de confinement, c'est une baisse très importante du trafic sur les réseaux dédiés aux entreprises, puisqu'elles étaient fermées et que leurs salariés n'étaient plus sur place, et une bascule extrêmement importante de ce trafic vers les réseaux grand public, et notamment vers l'Internet, et aussi vers la voix. On a tendance à oublier la voix, mais je peux vous dire que pendant la période du confinement, le trafic de la voix a été multiplié par 2, par 3, même sur certaines destinations. La bonne vieille voix avec le téléphone, quoi. Voix avec le téléphone, bah oui, parce qu'il y a des moments où c'est le moyen de communication privilégié. Et le plus robuste, et donc, parfois voilà, aussi. et le plus facile à utiliser. Et donc, on a vu un accroissement du trafic tout à fait important. Et donc, dans notre rôle d'opérateur international, eh bien, il a fallu adapter les capacités des réseaux pour faire en sorte que, eh bien, partout dans le monde, en toutes circonstances, les personnes ou les sites Internet que les Français souhaitaient, auxquels les Français souhaitaient accéder dans le cadre de leur confinement, eh bien, soient disponibles dans les meilleures conditions de service possibles. Donc, une bascule du gros du réseau vers les gens, en fait, hein, dans les appartements, hein, dans les maisons, une baisse importante dans les entreprises. Est-ce que ça change la manière dont est architecturé le réseau pour vous ? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû réaliser ce qu'on appelle des upgrades, c'est-à-dire des augmentations de capacité dans des délais extrêmement courts. On a augmenté à peu près sur les réseaux internationaux. Les réseaux internationaux, c'est des très 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 gros tuyaux. Hein, je veux dire, c'est vraiment, on parle de plusieurs millions de fois de ce que vous avez sur votre domicile, sur la fibre optique de votre domicile. On a quand même dû augmenter les capacités sur des facteurs qui ont été de 30, 40, 50, et je l'ai dit sur la voie, de plus de 200%. Là, vous parlez du trafic, on va dire, intercontinental. Oui, du trafic international, c'est-à-dire tout ce qui sort en fait du territoire métropolitain. Et donc, pour faire ces opérations, eh bien, il a fallu mettre en œuvre un certain nombre de moyens. Et parfois, c'est compliqué. Quand il faut, par exemple, augmenter la capacité sur les réseaux sur l'Atlantique, il faut réaliser une interconnexion sur des câbles sous-marins, il faut réaliser une interconnexion à New York, à Londres, il faut avoir des gens sur place, il faut coordonner tout ça. Et pendant le confinement, c'est pas forcément facile. C'est extrêmement difficile. Et puis, c'est vrai que dans les réseaux, depuis quelques années, il y a ce qu'on appelle la virtualisation des fonctions réseau, qui est une capacité donc à mettre en œuvre un certain nombre de choses dans les réseaux de façon logicielle et non plus de façon matérielle, hardware.
Et le confinement nous a permis de réaliser à quel point ce mode de softwareisation des réseaux, donc de transfert des réseaux vers des fonctions logicielles, était puissant, souple et réactif. Donc on va être amené, alors c'est un peu technique et je m'en excuse, mais on va être amené à revoir très profondément l'architecture de nos réseaux de manière à faire en sorte que le maximum d'intelligence et de capacité soit porté par des logiciels qui sont assez facilement modifiables à distance et non plus par du matériel qui, lui, est très difficilement modifiable, upgradable ou sur lequel les interventions, en tout cas, restent toujours En très gros, complexes. au lieu d'obliger quelqu'un à se déplacer pour appuyer sur des boutons, rajouter C'est des ça. trucs, etc., enfin des appareils, je sais pas quoi, quelqu'un à Paris, dans son cockpit, appuie, clique sur une icône et c'est réglé. C'est Et on ça? augmente En la gros, enfin je capacité à schématise, distance. hein, Mais mais c'est ça. L'idée, c'est bien c'est ça, dingue. absolument. Euh, en préparant tout à l'heure cette interview, vous me disiez que finalement, c'est surtout le réseau fixe en France, hein, je parle sur Bien le sûr. territoire national, j'imagine que c'était comme ça un petit peu partout dans le monde. C'est le réseau fixe qui a vu sa capacité augmenter et pas forcément la 4G. Oui, bien évidemment, parce que les gens, ils étaient chez eux et quand vous êtes chez eux, assez naturellement, vous activez le Wi-Fi. Donc tout le trafic qui était normalement en mobilité sur les téléphones dans la rue et cetera et qui dans la rue utilisait majoritairement les réseaux mobiles et donc essentiellement aujourd'hui les réseaux 4G, a basculé sur le Wi-Fi et donc sur les réseaux fixes. Ce qui explique d'ailleurs aussi pourquoi tout le monde dit que les réseaux mobiles n'ont pas eu de problème, parce que finalement, ils étaient très, très peu chargés. En moyenne, moins 40 de trafic sur les réseaux mobiles. Par contre, ce trafic s'est reporté sur les réseaux fixes et c'est là qu'on a vu arriver cette Hmm. vague de trafic dont je parlais précédemment. Alors, je pense que vous avez raison dans les grandes villes où la plupart des gens ont une très bonne connexion Internet, Mhm. mais on peut imaginer que des personnes qui ont un ADSL un peu fatigué, qui captent de la 4G, eux, étaient connectés plutôt Oui, en 4G, non? bien sûr. Mais enfin, quand on regarde au niveau statistique, Oui. la majeure partie des gens sont plutôt dans le cas de figure qu'on avait évoqué précédemment. Il y a eu des moments, qui étaient, compliqués durant ce confinement où, Oui. on a frôlé par exemple je sais pas moi, des incidents importants, de Alors, réseau on en on n'a France? on n'a pas frôlé d'incidents Comme des capacités EDF par importants. exemple, vous savez, parfois Non. EDF dit: «Bah, en Ouais. plein mois d'août, il y a eu une surconsommation» ou même Mm. l'hiver, voilà, on a failli, Mm. frôler, des problèmes. Alors, bon, dans nos réseaux, il faut savoir que les réseaux télécoms, ils sont toujours, dimensionnés sur une notion de pic. Donc on dimensionne les réseaux pour l'usage maximum qu'on constate, tout au long de l'année. Même si Généralement, ça les n'est plus un pic en même fait, si même ce si n'est ça plus devient, un pic, on parce va qu'on dire ne la sait jamais normalité. quand est-ce qu'un pic va arriver, il y a des pics assez évidents, hein. Par exemple, les retransmissions télé, les grands événements sportifs, ça c'est des pics. Il y a des pics plus souterrains, mais qui ont une vague assez incroyable, c'est par exemple les upgrades des jeux. Quand un grand jeu comme Fortnite met à jour ou lance une nouvelle version, tous les joueurs du monde entier téléchargent au même moment et vous avez une vague de trafic absolument incroyable qui déferle sur un Oui, réseau. parce qu'en plus c'est plusieurs gigas, hein, ces mises à C'est jour, hein, plusieurs c'est gigas, pas, enfin voilà, c'est pas anodin. absolument et c'est incroyablement simultané. Ça dure quelques Et ça heures, vous le voyez ah dans votre cockpit? bien sûr qu'on le voit. D'accord. On le voit et on essaie même de l'anticiper parce que ce sont des flux assez majeurs. Donc on a toujours une marge de sécurité qui est en gros de l'ordre de 40 à 50 de notre capacité. Par contre, c'est vrai que, quand le confinement, a été prononcé, bah, on a vu le trafic qui a monté très, très rapidement et on a été amené à se poser la question sur: «Qu'est-ce qui va se passer si ça continue comme ça?» Et effectivement, ça a continué comme ça. Et donc on a lancé des programmes d'augmentation de capacité de façon préventive extrêmement importants. Je peux vous dire que pendant les 4 premières semaines, on n'a pas beaucoup dormi, hein, dans les équipes des réseaux internationaux et partout dans le monde, car on est vraiment partout dans le Mmh. monde. On n'a pas beaucoup dormi, on a regardé comment évoluaient les réseaux et on a ajouté les capacités. Le risque c'est quoi? C'est que Le tous risque, ces c'est la ça saturation. et alors Le si risque, c'est si la si ça sature, saturation. qu'est-ce qui se passe? Ça va aller moins vite ou est-ce que par exemple le réseau peut Ah, s'effondrer? ça, c'est une C'est bonne question. Ça dépend de l'importance de la saturation. Les gens ont le sentiment que l'internet mondial est un réseau extrêmement stable, extrêmement solide. Je peux vous dire, pour y travailler chaque jour, que c'est pas vrai du tout. C'est un réseau qui est extrêmement sensible. Les réseaux de protocole IP sont des réseaux, relativement fragiles, dans leur fonctionnement et quand une ressource devient, très majoritairement inaccessible, eh bien, il se crée des mécanismes de réessai, de retentative automatique et il peut arriver ce qu'on appelle des tempêtes de signalisation. C'est-à-dire que les éléments du réseau se mettent à communiquer. Est-ce que tu arrives à le joindre? Non, j'y arrive pas, mmh. je réessaye. Et à un moment, on peut avoir un moment où la signalisation du réseau devient tellement importante par rapport au trafic qu'on paralyse le réseau.
D'accord. Et donc, il y a des tas de questions, il y a des tas d'études, il y a un certain nombre d'universités et de chercheurs qui travaillent sur la question, qui est à partir de quel moment de saturation du réseau, effectivement, on pourrait avoir des atteintes majeures, non seulement évidemment sur le lien considéré, mais de façon systémique sur des plaques plus ou moins importantes. Pour terminer avec le confinement, après on passera à autre chose, mais tout ce qui est, on va dire streaming, SVOD, Mhm. Netflix, Disney+, enfin dont le lancement a été décalé d'ailleurs, hein, Mm. MyCanal, Pas enfin beaucoup, 15 jours. Amazon Prime Video, mais oui, mais bon, enfin quand même, Mhm. hein, 15 jours et puis ça Mhm. a été une décision gouvernementale, hein, Absolument. parce que je suis pas sûr que Disney+, vous aurait écouté, si, s'il y avait pas eu cette obligation de la part du gouvernement. Aujourd'hui le tuyau de la vidéo en Mm. France, ça représente combien de l'internet global? À peu près 60%. À peu près 60% du trafic international est représenté par de la vidéo. C'est pas, bizarre quand on dit ça comme ça? On n'a pas trouvé une autre solution, finalement que de prendre 60 de ce gros tuyau pour, en plus, transférer des fichiers, enfin de la vidéo, dont on sait à peu près, alors j'imagine que on arrive à prédire que, par exemple, je sais pas moi, il y a la nouvelle série Casa del Papel, Mmh. ça va peut-être représenter 5 de ces 60. YouTube, je sais pas moi, il y a une vidéo hyper demandée Ouais. qui va arriver. Vous voyez ce que je veux Vous dire? vous savez, C'est la vraie question pour moi, c'est pas tellement, la nature du trafic, parce que ce soit de la voix, de la donnée ou de l'image, c'est sa localisation. Ce qui fait en fait l'importance des réseaux internationaux, c'est que les gens accèdent à des contenus qui sont loin de chez eux. Et la vraie question, et plus c'est c'est loin, plus c'est grave. alors plus c'est loin, plus ça prend de ressources sur l'internet mondial. Voilà. Alors il y a des cas où ça peut se comprendre, il y a des cas où on peut se poser plus de questions. Il y a des pays qui ont des politiques extrêmement strictes en matière de localisation des données et qui font en sorte que les données qui sont utilisées par leurs internautes soient localisées sur leur territoire. C'est le cas de la Chine depuis très longtemps, c'est le cas de la Alors Russie. c'est pas que pour des raisons techniques, hein, Pas c'est que des raisons des techniques, raisons il y a aussi des politiques, hein, raisons aussi, politiques bien ou des sûr, raisons de sécurité qu'on peut très bien bien comprendre, sûr. hein, de souveraineté nationale, hein, Enfin aussi. politique, on comprend, enfin on comprend, mais on est d'accord ou pas, mais voilà, ça c'est autre chose. Voilà. La Russie s'est lancée aussi dans des programmes, de relocalisation des Mmh. données sur le territoire russe. Il se trouve qu'en Europe, nous sommes extrêmement dépendants de contenus qui sont stockés aux États-Unis. Encore une industrie, en tout cas une technologie dans laquelle, on est dépendant, en fait. On est dépendant effectivement et on n'a pas alors on commence à avoir, un certain nombre d'initiatives pour, privilégier de l'hébergement de contenus en France, mais aujourd'hui, la très grande majorité de nos contenus restent encore, localisés aux États-Unis et c'est ça qui fait qu'en fait, ces réseaux internationaux sont tellement importants parce que, bah, il faut aller chercher les contenus. Alors il y a des technologies, notamment ce qu'on appelle les caches, les CDN et cetera, qui visent à rapprocher le contenu des Mmh. utilisateurs, Pour qu'on comprenne bien, mais je suis, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, à Ajaccio, ouais. j'appuie sur mon bouton Netflix pour regarder Casa del Papel. Alors Le signal, il vient d'où? Enfin, alors je vais pas vous demander d'où il est exactement, mais il va être où? Il va être à Paris, à Marseille, en Corse? alors ça Il dépend sera à vraiment Los Angeles? Ça dépend vraiment des utilisateurs. Netflix, c'est un cas un peu particulier parce que les contenus étant français, Netflix a développé une politique de localisation des contenus en France. Voilà. Par contre, quand vous allez, chez Google, hein, par exemple, YouTube? ou YouTube, ouais, voilà et ben, il est très possible que, bah, vous êtes à Ajaccio, vous appuyez sur votre bouton, donc on va localiser, le contenu, on va s'apercevoir que le contenu il est aux États-Unis, donc vous allez remonter d'Ajaccio à Marseille, vous allez ensuite monter de Marseille à Paris. Ça, c'est les réseaux nationaux. À Paris, nous, on va récupérer, votre trafic et mon boulot, le travail en fait de la fonction Oui. opérateur de réseau international d'Orange, c'est de faire en sorte que dès que la ressource à laquelle vous voulez accéder, que ce soit un utilisateur téléphonique, que ce soit un site internet, que ce soit une vidéo, eh bien, n'est plus localisé en France, on puisse mettre en œuvre l'ensemble des moyens qui peuvent être des fibres optiques, qui peuvent être des câbles sous-marins, qui peuvent être du satellite, l'ensemble des moyens qui vont vous permettre d'accéder à cette ressource. Mais on reprend le cas de YouTube. YouTube n'a Ouais. pas des caches en France Alors, avec YouTube les a vidéos les des plus caches, populaires, on bien est sûr, d'accord quand bien même. sûr, bien Je vais sûr. pas aller forcément prendre une vidéo Bien à sûr New que non. York, Bien sûr que non. chez Google. Bien sûr que non. Mais il y a quand même plusieurs éléments. D'abord, même si cette vidéo, elle est populaire et qu'elle a été localisée en France à un moment, il aurait bien fallu qu'elle traverse l'Atlantique. Donc elle va Oui, forcément utiliser mais un réseau une fois. international, mais une fois. Et puis, vous savez, les caches, c'est des mécanismes Mmh. dynamiques, hein. Donc, tous les contenus ne peuvent pas être cachés en France. Alors, c'est très efficace, hein, les caches, hein. On a un ratio de 1 à 10 à peu près, hein, entre la capacité reçue du Mmh. réseau international et la capacité délivrée localement. Mais quand on parle de plusieurs térabits de trafic, ça reste Ça quand même des volumes considérables.
votre métier, Jean-Luc. Donc, on l'a deviné, hein, votre objectif, c'est d'assurer la bonne continuité et la capacité réseau entre les continents. Pour ça, il faut tirer des câbles sous la mer, hein, il n'y a pas 36 solutions. Voilà. Et alors, vous me disiez tout à l'heure, le premier câble date de quelle époque? Alors, les câbles sous-marins, c'est une technologie qui est très très ancienne, hein. Le premier câble sous-marin, il date de 1850. Il a été tiré en 1850 entre la France et l'Angleterre. Alors, France-Angleterre, donc il traversait France-Angleterre, la Manche. il traversait la Manche. Voilà. Alors, c'était quelque chose de très très rudimentaire, hein. C'était juste à l'époque un gros tuyau de cuivre avec un isolant. En fait, c'est d'ailleurs l'invention de l'isolant, hein, qui a permis de créer les câbles sous-marins. Ça Oui, parce que permet sans cet isolant, tout Voilà. s'oxyde et ça marche pas. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, l'invention du câble, la notion même de câble, elle est très légèrement antérieure. Elle date de 1834. C'est en 1834 qu'on a créé le premier câble. C'est von Siemens qui a créé le premier câble en 1834. Siemens, qu'on connaît. Absolument, voilà, qui a Voilà. donné lieu après à des tas d'autres développements. Merci à lui. Voilà, 1850, le premier câble sous-marin entre la France et l'Angleterre. Après, ça a été très, 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 très vite. Quand on regarde les cartes, on ne peut être qu'étonné. Dans les années 1900, il y avait déjà plusieurs centaines de câbles sous-marins à travers le monde. Et la France était d'ailleurs un très gros nœud d'accueil de câbles sous-marins. Après, c'est une technologie qui a connu des hauts et des bas, parce que, comme vous l'avez dit, tout ce qu'on pouvait passer sur des câbles sous-marins, c'était du morse. Bon, voilà. Donc, il y avait des technologies qui sont apparues, comme la radio. La radio permettait de passer la voix. Donc, il y a eu une concurrence entre la radio et les câbles sous-marins à un moment. Après la guerre. Après, entre les continents, entre les US, par exemple, et l'Europe, la radio, Eh alors, ben si. ça marchait? Eh ben si. Waouh. En 1920, ATT et les PTT français avaient mis en place un système de communication radio entre l'Angleterre, à côté de Rugby. Il y avait un émetteur qui faisait 500 mégawatts et un émetteur qui était situé à Terre-Neuve, et on passait de la radio sur l'Atlantique. Incroyable. Ça a C'est dingue. existé. Ça a Donc, il y a existé. quoi, il y a 5000 km, un truc, quelque chose Ouais, comme ça, à peu près, non? c'est ça. C'est C'est ça. dingue. Alors, il y avait une voie montante, une voie descendante. C'était pas donné. Oui, C'était j'imagine. de l'ordre de l'équivalent de 120 € la minute, à peu près. Mais ça marchait. C'était le début du roaming, Voilà, hein, voilà. finalement. C'est dingue. Et en fait, les câbles sous-marins, après, ont repris un peu le dessus après la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'on a inventé le répéteur. Le répéteur, c'est l'équipement qui permet de régénérer le signal à intervalles réguliers et qui a fini par permettre de transférer de la voix sur les câbles sous-marins. Oui, parce que pour qu'on comprenne bien, si je tire un câble entre New York et Brest, je dis n'importe quoi, si je mets pas de répéteur au milieu, il n'y a rien au bout, en fait. Le signal s'affaiblit, Voilà. hein, et au bout d'un certain temps, effectivement, votre signal est très très faible. C'est pour ça que d'ailleurs, dans ces premiers câbles sous-marins, avant l'invention du répéteur, on envoyait des tensions extrêmement puissantes Pour parce que qu'il ça arrive de fallait l'autre que côté. Le courant arrive de l'autre côté. Voilà. On est d'accord. Et il y a des câbles qui ont brûlé, qui ont cramé parce qu'on a mis trop de tension et le câble. il a- Oui, mais on testait à l'époque. Exactement. Aujourd'hui, Oui. combien y a-t-il de câbles qui circulent dans les océans? Il y a à Sous peu les près, océans. je dirais 300-350 câbles, hein. C'est très variable, hein. On en installe tous les jours, on en enlève. Les plus anciens, on les démonte également. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que 99% du trafic intercontinental, toute nature confondue, et donc bien évidemment de l'Internet, passe par les câbles sous-marins. L'infrastructure de communication mondiale, elle est de façon extraordinairement majoritaire dépendante des câbles sous-marins. Et le pourcent qui reste, c'est quoi? C'est C'est le un tout satellite? petit peu de satellite. Alors, le satellite a été un concurrent du câble sous-marin pendant de plusieurs années, jusqu'à l'invention de la fibre optique. Dès que les câbles sous-marins à fibre optique sont arrivés, ils ont présenté un bilan économique qui était tellement supérieur à celui des satellites qu'on a arrêté d'utiliser les satellites pour transférer de la donnée massivement. Le satellite continue d'avoir un domaine d'utilisation qui est celui, évidemment, des zones dans lesquelles il n'y a pas de possibilité de câbles sous-marins. Voilà. Et puis, aujourd'hui, le satellite est très utilisé pour la mobilité. Les navires, les trains, les voitures, les choses qui bougent, Les avions? évidemment, les avions, bien évidemment, qui ne peuvent pas avoir de câble, eh bien, on va utiliser le satellite pour cette Oui, connectivité. un avion qui a un câble, ça serait compliqué Voilà. quand même. Et puis après, il y a des situations aussi qui sont très propices à l'utilisation du satellite. C'est toutes les notions d'intervention d'urgence. La Croix-Rouge, par exemple, quand elle projette des équipes pour les catastrophes, etc., utilise du satellite. Les armées également, quand on fait de la projection de force, utilisent également
le satellite. Il y a une instantanéité de la communication par satellite qui est très supérieure à celle qu'on peut faire avec des câbles. Alors ces câbles, c'est pour la plupart les opérateurs télécoms qui décident de les installer. J'imagine qu'il y a des accords entre les télécoms américains, C'est ça. français. Orange est un opérateur, c'est-à-dire que vous, et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, vous êtes le seul opérateur français à avoir toutes les installations et tout le matériel pour installer ces câbles, hein. Vous avez des bateaux, vous avez des Oui. chaluts, enfin c'est Ah non, pas de chalut, non, c'est non, on non, fait pas de comment pêche. Non, on ne je s'est pas encore lancé dans la voilà, pêche. excusez-moi, je suis pas un spécialiste du vocabulaire, marin, je suis désolé. Comment on appelle ces bateaux, en fait? Ils Alors, ont un nom particulier? Oui, bien sûr, ce sont des câbliers. Ce Des sont câbliers, des câbliers, d'accord. en anglais CS, cable ship, hein, Mmh. devant. Vous avez CS, ça veut dire cable ship. Et vous avez également un autre type de navire. Vous avez des navires de survey, puisqu'un câble sous-marin, il est toujours fait sur mesure. Un câble sous-marin sur étagère, ça n'existe pas. On fabrique un câble sous-marin pour un parcours très précis. Et donc, avant de lancer la fabrication, on va envoyer un navire qui va cartographier le fond, qui va cartographier les différentes routes. Et c'est sur la base de ces informations qu'on fabriquera ensuite le câble. Et on pose un câble au fond de l'océan comme Et ça? oui, on pose un câble au fond de l'océan, et Donc depuis des siècles maintenant. et à quelle profondeur? Ça peut aller jusqu'à quelle Et profondeur? bah, jusqu'au fond de la mer. De mémoire, la plus grande profondeur marine, c'est 11 000 et quelque chose, hein. La fosse des Mariannes, c'est 11 400, je crois, mètres. Mmh. Il nous est arrivé de poser à -9 000. Quand vous faites un transpacifique, par exemple, quand vous arrivez depuis les États-Unis vers le Japon, eh bien vous avez une faille qui longe le Japon. Elle est à -9 000 mètres, et il nous est arrivé de poser à -9 000. Et vous avez pas le choix? Bah non. Non, non, il faut C'est poser c'est au fond. c'est incroyable donc vous savez exactement où va tomber le câble? Ah bah, non seulement on sait exactement, mais c'est prévu à l'avance. Il n'y a D'accord, aucune latitude. OK. On pose le câble où il est prévu qu'on Ça le pose. demande une cartographie des fonds sous-marins incroyable. C'est ça, c'est ce que je vous disais. C'est pour ça qu'on a des navires spécialisés qui, avant Mmh. le pose, Qui scannent en quelque sorte qui les fonds vont sous-marins. faire un relevé extrêmement précis, et on sait où le câble est posé à 10 centimètres près. Jean-Luc Villemin, ce qui est intéressant aussi, c'est que je disais tout à l'heure, les opérateurs, on va dire, télécoms installent ces câbles, mais maintenant il y a les GAFA. Il y a Oui. Google, il y a Facebook, Mhm. il y en a peut-être d'autres, peut-être qu'Apple, je ne sais pas si Apple a prévu de tirer des Non, câbles, pas à ma connaissance. voilà. Est-ce qu'il faut s'en réjouir ou est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Alors, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir, il faut s'en inquiéter, mais c'est un état de fait. Et c'est un état de fait d'une importance considérable. Alors, comme vous l'avez dit, là, tous les GAFA ne sont pas intéressés par les câbles sous-marins. Ceux qui sont vraiment le plus actifs aujourd'hui, c'est Facebook et Google. Amazon, un peu moins. Amazon, à ma connaissance, Apple, pardon, à ma connaissance, n'a pas fait d'incursion dans le domaine des câbles sous-marins. Microsoft a fait quelques petites choses assez limitées. Mais ils louent des capacités, Mais ils on louent est des d'accord. capacités. Amazon, j'imagine qu'avec leur système de cloud, doivent louer des capacités Absolument. monstrueuses. Absolument. Mais encore une fois, c'est pas parce que vous avez un besoin que vous décidez forcément de construire. Mmh, Vous pouvez bien aussi sûr, louer. oui, oui. Après, c'est une équation économique. C'est une équation économique et stratégique. Mmh. Quand je m'amuse à faire la somme de tous les investissements que Facebook a annoncés dans les câbles sous-marins, j'atteins un niveau d'investissement sur les 3 dernières années qui est de l'ordre même de 4 milliards de dollars. 4 milliards de dollars, c'est considérable. Et l'objectif de Facebook, c'est quoi? C'est d'avoir son propre réseau, à votre avis, mondial? Alors, il y a plusieurs objectifs. Alors, le premier, évidemment, tous ces GAFA se sont lancés à l'origine dans les câbles sous-marins parce qu'ils avaient des besoins. Et Oui. donc, ils jugeaient plus efficace économiquement et stratégiquement de bénéficier de leurs propres infrastructures plutôt que d'être dépendants des opérateurs. Donc, il y a une vraie logique économique et une logique d'utilisation au quotidien. Après, c'est vrai que du coup, ça change un peu leur relation avec les opérateurs. Et donc, je pense que c'est pas quelque chose qui leur déplaît non plus. C'est une menace pour des opérateurs télécoms ou pas? Encore une fois, c'est un état de fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que il Non, n'y mais a est-ce qu'on peut aucune demain imaginer régulation. Facebook ou Google dire écoutez, merci Orange, merci beaucoup, bonne journée, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai plus besoin de vos services. C'est ce qui, enfin, je veux Alors, dire, de toute façon, en tout cas, encore une pour, fois, on va dire pour le réseau entre les continents. Après, alors, moi je dirais que personne n'est obligé d'utiliser les câbles sous-marins de quelqu'un d'autre. Nous, pourquoi est-ce qu'on tire aussi nos propres câbles sous-marins? C'est pour bénéficier d'une Bien certaine indépendance en la matière. Parce que même si Google et Facebook sont intéressés par les câbles sous-marins, ils ne sont pas intéressés par tous les câbles sous-marins. Quand on fait un câble, par exemple, entre l'Europe et les États-Unis, oui, tout le monde est intéressé. Quand vous faites un câble pour relier la Martinique
Martinique et la Guyane pour sécuriser le trafic Internet de la Guyane, je peux vous assurer que les concurrents ou les amateurs ne se bousculent pas au portillon. Et s'il n'y avait pas quelqu'un Et là, il y a comme des Orange enjeux, des pour le enjeux faire, de souveraineté. Enfin, absolument. voilà, on est d'accord. Hein, nous avons posé l'année dernière un nouveau câble justement sur la Guyane pour sécuriser Mm. l'accès de la Guyane. Nous en avons posé un deuxième aussi sur Mayotte pour les mêmes raisons. Ça veut dire que les dom-toms aujourd'hui Mhm. sont... Il n'y a plus de problème d'Internet au débit aujourd'hui dans les départements des dom-toms. Alors, je ne dirais pas ça, mais je dirais que la connectivité internationale, l'accès à la connectivité internationale pour les DOM, c'est une autre problématique. Les DOM ont gardé la compétence dans les câbles sous-marins, donc c'est eux qui gèrent leur truc. Mais pour les départements d'outre-mer, il n'y a pas de problème d'accès à la capacité internationale. Martinique, Guadeloupe, Réunion, Et il n'y a etc. pas de problème de résilience D'accord. des câbles qui les connectent. Dernière petite question, ça passe vite. On voit là encore que certains GAFA se lancent à la conquête de l'espace. Alors, Elon Musk fait partir sa fusée pour envoyer des gens on ne sait pas où, peut-être sur Mars dans quelques années. Mais on voit qu'il y a aussi toute une bataille de l'Internet par satellite avec des satellites à basse orbite qui permettraient peut-être de couvrir le monde entier. Qu'est-ce que vous en pensez techniquement? Est-ce que c'est quelque chose qu'Orange surveille? Et est-ce que, troisièmement, ça peut être l'Internet de demain et faire de l'ombre aux câbles que vous venez de nous présenter? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on continue dans le monde et chez Orange à utiliser du satellite. On a encore une activité de satellite. Les avions d'Air France, par exemple, utilisent les réseaux satellites d'Orange. Et pour un certain nombre de pays ou de projections, on utilise également des capacités satellites. Alors, je dis qui sont peut-être une mises en œuvre bêtise, par mais Orange. ce sont des satellites à très haute orbite, des géostationnaires. Principalement des géostationnaires. Alors, pas exclusivement, parce qu'on commence à utiliser des constellations. Alors, le principe des constellations, il est quand même relativement simple. C'est pour qu'un satellite soit stable, il faut le mettre haut. Il faut le mettre à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de hauteur, et donc ça prend du temps. Si vous descendez ce satellite pour diminuer le délai d'accès à ce satellite, Ce que tout le monde recherche, ce que tout le monde recherche, il est plus stable, il bouge. Il bouge par rapport à la position d'un observateur posé sur Il bouge sur la pourquoi? Terre. Parce qu'il y a des vents, parce que Non, il y parce a- que en fait, le fait qu'un satellite en très haute altitude, dans ce qu'on appelle sur une orbite géosynchrone, ne bouge pas, c'est simplement qu'il tourne, mais il tourne à la même vitesse que la Terre. Ouais, voilà. Donc il vu est de la Terre, immobile en il est fait. immobile. Ouais. Quand on le rapproche de la Terre, les orbites ne sont plus synchrones et il tourne plus vite que la Terre. Et donc, pour l'observateur qui est situé sur la surface terrestre, le satellite est à défilement. Et c'est pour ça que les projets d'Internet par satellite à basse orbite, il faut des centaines, voire des milliers de Et donc, satellites. il faut plusieurs satellites et on va bouger de satellite en satellite pour assurer la couverture. Et vous y croyez ou pas, cette Moi, technologie? j'y crois, ça marche. Alors, il existe déjà des constellations, pas de plusieurs milliers de satellites comme veulent faire par exemple SpaceX, mais de plusieurs dizaines. Oui, ça existe aujourd'hui. Et c'est déjà utilisé. Par exemple, C'est pour les l'avenir de navires l'Internet dans croisière. le monde ou pas, à votre avis? Je pense que c'est un mode d'utilisation qui est intéressant, qui peut répondre à certains besoins. Maintenant, ce sont quand même des systèmes qui posent des problèmes capacitaires. On ne sait pas égaler la capacité d'un câble Comme la sous-marin 4G avec ce satellite. Et puis en plus, surtout, il y a une vraie question de modèle économique. Il ne faut pas oublier que la planète, elle est composée à 66% d'eau. Donc quand vous dépensez plusieurs centaines de milliards d'euros pour couvrir la Terre, 66% de votre investissement, il couvre les poissons. Oui, c'est ça. Après, ce qui fait rêver, c'est qu'on peut imaginer que 98% de la planète pourrait être couverte en très haut débit. Oui, C'est ça qui est absolument. fascinant. Tout En à fait, fait. quand on y pense, Tout à on se fait. dit que Tout à fait. avec un petit récepteur, je pourrais Et- avoir une connexion équivalente à celle que Voilà. j'ai à la maison. Exactement. Et en mobilité. Et en mobilité. Surtout, le gros intérêt, c'est la mobilité. Mais Orange investit là-dedans. Est-ce que ça pourrait être... Alors, en plus, c'est des investissements colossaux, ça. Hein, Ce sont des investissements colossaux. Nous utilisons déjà les services d'un certain nombre de constellations. Encore une fois, des constellations à très basse altitude avec plusieurs milliers ou centaines de satellites, il n'y en a pas encore aujourd'hui sur le marché. Celle qui était la plus avancée s'appelait OneWeb et elle a fait faillite il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Voilà. Mais je peux vous dire qu'on travaille avec SpaceX, par exemple, on fait des tests avec eux, on a une collaboration.
qui est assez fructueuse. Bon, alors après, ces satellites, enfin ces constellations posent aussi des tas d'autres problèmes. La pollution, exactement, la pollution de l'espace. C'est plusieurs milliers de satellites Bien en sûr. orbite basse. Alors, ce sont des satellites très très simplifiés, etc. Mais effectivement, ça pose le problème de la pollution spatiale, de l'accès aux couches chaudes. Ça pose la question des fréquences qu'utilisent ces satellites. Donc, c'est une problématique qui est complexe, mais qui est extrêmement intéressante. Après, ça ne viendra pas en substitution. Je ne crois pas à la capacité des satellites à substituer les câbles sous-marins. Donc ça sera une porte d'accès, ce sera peut-être. Mais est-ce que ça viendra demain concurrencer la 4G ou la 5G, par exemple? Est-ce que demain, avec ça, je suis dehors, je pourrais capter un satellite? En termes de normes, la 5G rapidement. est le premier réseau qui permet d'utiliser le satellite comme moyen d'accès à un cœur de réseau 5G. Donc vous pouvez faire de la 5G en utilisant un satellite et en ayant un téléphone satellitaire ou un truc. C'est prévu, ça peut se faire. Donc la 5G pourrait être demain diffusée par satellite, en fait. Elle pourra partir d'un téléphone portable traditionnel et atterrir à l'autre bout sur un lien satellite. Oui, ça c'est possible en 5G. C'est passionnant. Voilà, alors notre temps est imparti, mais j'avais encore plein de questions, mais ce sera peut-être pour une prochaine fois. C'est passionnant. Merci beaucoup Jean-Luc Villemain d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Merci François. Voilà, ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. On sera là bien sûr la semaine prochaine. Tiens, si vous voulez réagir sur les sujets qu'on vient d'évoquer, le hashtag DQJMM sur Twitter qui vous attend, ou bien sur la page Facebook de quoi je me mêle. Portez-vous bien, bon week-end, et on sera là la semaine prochaine. De quoi je me mail sur RMC et 01 TV.